Les amis, bonjour, nous sommes vendredi et je suis ravi de vous retrouver pour cette 4e saison des podcasts Now. C'est la semaine de rentrée, j'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous êtes ressourcés, reposés et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle année. Alors chez Now, on est déjà très actifs, rien de plus normal parce que 2023-2024 va y avoir pas mal de nouveautés. Des villes qu'on connaît déjà comme Rouen, avec 3500 mètres carrés qui vont ouvrir, et puis des villes qu'on ne connaît pas encore comme Strasbourg, comme Toulouse et bien d'autres. Alors on est vendredi et en ce vendredi pour vous parler de tout ça, je me suis dit que pour raconter l'histoire de Now, il n'y a quand même pas mieux que les fondateurs et puis le directeur général que je suis ravi d'accueillir. Alors voilà, on va discuter un petit peu avec eux, on va revenir un petit peu sur cette belle histoire Now et puis j'espère que tout ceci vous donnera envie de découvrir en vrai nos lieux si vous ne les connaissez pas encore et que à un moment ou à un autre, si vous avez l'audace, la curiosité de vous inscrire et de profiter un petit peu de Now à Bordeaux, à Lille, à Marseille, que vous vous direz comme moi chaque vendredi, ah là c'est le week-end mais vivement lundi. Donc c'est vivement lundi, c'est le tout premier épisode de la 4e saison de nos podcasts et je suis donc accompagné de Pascal Givon, Édouard Lobiès et Maxime Givon. Eh bien bonjour Pascal, ça va ? Bonjour, bonjour Yann. Maxime, directeur général, bonjour. Très bien et toi, comment vas-tu ? Ça va. Et enfin, Édouard. Écoute, pour moi aussi, c'est la pleine forme. Bon, si tout le monde est en forme. J'ai une petite pensée là tout de suite pour Guylaine, qui était là au tout début de l'aventure il y a 8 ans, qui était directrice générale de Now, qui nous écoutera peut-être, je n'en sais rien, et qui suit quand même les aventures de Now un peu loin de l'opérationnel, mais qui fait toujours forcément partie de la famille. On se retrouve donc tous les trois et cette idée de podcast, je l'ai eue il y a quelques semaines, tout simplement parce que je discutais avec Pascal, un des deux cofondateurs, et à la fin de cette discussion, il m'a dit tu te rappelles, il y a 8 ans, est-ce que tu pensais qu'on en serait là quand tu m'as envoyé un mail en pleine nuit et que je t'ai dit que j'étais dispo pour parler avec toi, mais qu'il fallait pas me contacter à 3h du matin parce que ma femme dormait. Et donc forcément, moi non, à l'époque j'étais simple coworker. Rien n'a changé. Rien n'a changé. On peut discuter avec Pascal à 3h du matin, mais on peut pas lui téléphoner au risque de réveiller Guylaine. Et donc, forcément, moi à l'époque, coworker, j'arrivais. T'étais toujours pas coworker. C'était avant. On n'avait pas ouvert. On n'avait pas ouvert. On n'avait pas ouvert. Mais partons du principe qu'on arrive en octobre 2015, le 15 octobre, on est ouvert. Et oui, c'était une expérience à Rouen. C'était tout nouveau. Alors les coworkers, savoir ce qu'allait devenir la boîte, je pense que c'était très loin de leur pensée. Mais Pascal, Édouard, vous en tant que fondateur, à cette époque-là, en 2015, est-ce que c'était juste un test pour voir et pour, entre guillemets, s'occuper un peu, ou est-ce que vous aviez l'ambition d'ouvrir dans plein de villes en France ? Alors, on avait toujours... on a tout fait et tout organisé pour pouvoir développer le modèle si jamais ça fonctionnait. Mais le jour où tu m'écris à 3h du matin, on est en plein chantier, on est très loin d'ouvrir encore, et à ce moment-là, on ne sait vraiment pas ce que ça a donné. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait acheté ce bâtiment avec Édouard, parce qu'on voulait pouvoir le moduler et le refaire autant de fois que ça serait nécessaire. Je me souviens que quelques mois auparavant, on avait modifié énormément les plans parce que on ne savait pas ce qu'allait fonctionner. À Rouen, 1200 mètres carrés de coworking, ça n'existait pas. Le coworking existait déjà en France et même à Rouen, il y avait des espaces beaucoup plus petits. Et tout le monde nous disait, mais vous êtes fous de faire 1200 mètres carrés.
on savait pas comment ça allait prendre, et qui allait venir, qui allait nous rejoindre. Est-ce que ça serait plutôt des freelances? Est-ce que ce serait plutôt des sociétés? Quel type de société? Quand on en parlait autour de nous, tout le monde il fallait qu'on explique, que ce soit nos proches, que ce soit nos banquiers. Il a vraiment fallu expliquer à tout le monde ce qu'on voulait faire. Je me souviens parce qu'on avait un credo à l'époque qui était 1 euro de l'heure, hein, que ça coûtait 1 euro de l'heure de venir chez nous. Et tout le monde nous disait, mais comment vous allez vous en sortir en louant 1 euro de l'heure, quoi, ça ne peut pas coller. Donc non, le jour où tu m'écris, sincèrement, on n'est pas en train de penser à comment on va développer. On n'en est pas là, on en est à, il faut que le premier fonctionne, il faut qu'on arrive à trouver le modèle pour arriver à le caler, quoi. Mais par contre, très vite, dans les développements informatiques, je me souviens que c'est moi qui ai écrit le cahier des charges, on était en voyage pour aller travailler, voir d'autres espaces de coworking à l'étranger, et j'ai écrit le cahier des charges. On a imaginé ce qu'il nous fallait avec Édouard en parlant pendant le trajet à l'aller, et j'ai écrit le cahier des charges sur le vol retour. Et à l'époque, alors il y avait des gros centres coworking à Paris, mais en province, est-ce que ça existait? Même à Paris, ils n'étaient pas si gros que ça. Hein. Est-ce que WeWork est arrivé quand, par exemple? Après. Ouais, 2017, je crois, de tête. C'est 2017, ouais, WeWork? 2017-2018. Ils Donc, sont arrivés dans le marché parisien hyper tard, et puis ils ont commencé par, je crois, la première année, c'était 3-4 sites. Bon, aujourd'hui, ils en ont 25, mais non, WeWork, c'est bien plus tard sur Paris. Les gros qui existaient sur Paris à l'époque, donc en effet, c'est sur Paris qu'il y avait les plus gros. Ceux qui existaient, c'était plutôt des organismes soutenus par soit des villes, soit des régions, soit la région. Ou après, tu avais les centres d'affaires. Qui étaient subventionnés. Ouais, IWG était quand même déjà là, je pense. Oui, mais en centre d'affaires. En centre d'affaires, ouais. Ah bah il y avait Régus aussi déjà à l'époque. Oui, mais il ne parlait pas coworking à l'époque. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Même dans la communication, hôtel d'entreprise. Le wording, moi je me rappelle donc des pubs que j'avais vues sur les réseaux sociaux. Certes, il y avait bien le mot coworking, mais il y avait le mot communauté. Qui n'existait pas forcément dans la communication des autres coworking, et c'était vraiment rejoigner la communauté plutôt que le coworking. Cette idée de communauté, elle vous est venue comment? Parce que autant je vois bien le projet quelque part immobilier, coworking, centre d'affaires, on partage des mètres carrés et des bureaux, mais vraiment dès le début, presque au risque de brouiller les pistes, quoi. C'est-à-dire que la communauté était aussi importante que le coworking. C'est venu comment ce concept-là? C'est-à-dire qu'on était, on a visité beaucoup de sites de coworking de l'époque qui étaient sur un format et une configuration qui nous convenait pas, parce que on avait l'impression que c'était plutôt des colocataires qui s'installaient les uns à côté des autres pour travailler, mais qui oubliaient que d'être assis l'un à côté de l'autre, boire du café ensemble, avoir des moments à partager, c'est aussi l'opportunité peut-être d'échanger et de développer du business, des opportunités, au travers de ces occasions de sociabilité. Et donc nous, on a construit le projet, en fait, y compris architectural, d'aménagement, d'ameublement, avec l'idée qu'il fallait que les gens se rencontrent, parce qu'on voulait pas en fait faire un projet immobilier, on voulait faire un projet qui permettrait aux gens de développer plus de business grâce au lieu, mais grâce aux événements, à l'animation qu'on y mettait dedans. Et en fait, en effet, quand on a démarré ce premier projet, on savait pas où on allait, on n'avait pas d'ambition particulière. Mais par contre, ce qui nous a surmotivé quand on a découvert que ça fonctionnait, c'est que quand on réfléchit avec l'idée de créer, développer, cristalliser une communauté, lorsque ça marche, et on a pu voir que ça marchait, puisqu'on a toujours ce chiffre en tête qui date tout le temps d'il y a 8 ans, où tous les coworkers avaient eu la gentillesse de nous dire quel était le chiffre d'affaires qu'ils savaient développer les uns avec les autres. Le reste ne nous intéressait pas, le chiffre d'affaires qu'ils développaient à l'extérieur, mais ils ont eu la gentillesse pendant 6 mois, 1 an de nous donner leurs chiffres. Et on s'est rendu compte qu'à Rouen, à cette époque, ils arrivaient à développer 1 million en quelques mois, en un peu moins d'1 an, je crois, ou 6 mois peut-être. 6 mois, je crois. Ils arrivaient à développer 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et ça nous a frappés. Et on s'est dit, alors là, ça c'est vraiment intéressant. Pour le coup, on n'est plus du tout dans un projet immobilier, on est dans un projet de développement de business et un projet relationnel, un projet de communauté. Et c'est ça après qui a été l'ADN de Now Coworking et qui le reste. En 2015, octobre, il y a Rouen qui ouvre. Ça marche plutôt bien au début. Enfin, moi, je me rappelle des soirées d'inauguration
il y avait quand même pas mal de monde. Et puis, dès l'ouverture, le coworking était assez rempli. À quel moment il y a un deuxième projet sur les rails et qui va ouvrir? Alors, j'imagine que le premier projet sur les rails, c'était Lyon. Ouais, on a décidé d'en ouvrir un autre à peu près, justement, comme dit Édouard, au bout de 6 mois, quand on se rend compte que ça prend bien à Rouen, qu'il y a le business qui se développe, etc. Donc vers mars 2016, on se dit, faut développer. Et ce qui nous est jamais réarrivé après, on appelle des agents immobiliers sur Lyon, on est descendu 48 heures à Lyon. On a travaillé sur un premier site, on a fait le business plan pendant la nuit, le lendemain matin on dit non mais ça marche pas, on n'arrive pas à le faire fonctionner, et on avait vu un autre immeuble, on a demandé une contre-visite, si bien 48 heures, enfin on est descendu, 48 heures après on se positionnait sur un bâtiment, on donnait notre accord, 3 semaines après le bail était signé et on attaquait les travaux. Ça ne s'est jamais reproduit comme ça. Donc c'était l'immeuble de Lyon. Donc juin, on a le bâtiment, on lance les travaux et on ouvre en octobre ou novembre 2016. On ouvre le deuxième site de Lyon. Donc dans un bâtiment historique, classé. Bâtiment Citroën, le bâtiment classé, superbe, qui commence à devenir un peu notre marque de fabrique. On commence à prendre goût à ça. Et puis par contre là, après, on s'est mis à chercher sur toutes les autres villes, mais sachant que ça prend du temps, le bâtiment, généralement, on met à peu près 6 ans entre le moment où le premier rendez-vous et le moment de la livraison du bâtiment. Et une prochaine ville qui n'est pas annoncée, mais sur laquelle Maxime continue de travailler. Compte tenu des dates qui nous sont annoncées aujourd'hui, nous en serons à 9 ans entre la date de premier contact et la date d'ouverture de cette fameuse ville. Avant Lyon, vous avez quelque part dans la tête l'idée d'investir alors pas forcément des bâtiments classés historiques, mais des bâtiments extrêmement premium en centre-ville, etc. Est-ce que c'est Lyon qui vous donne cette envie-là, ou est-ce que ça date d'avant ? Non, très rapidement, dès le premier projet d'ailleurs, on a l'envie, on a en tête l'idée de développer un nouvel art de vivre le travail. Et sortir des standards du bureau traditionnel, et s'en sortir aussi de l'écosystème et de l'environnement du travail habituel. Donc on voulait fuir tout ce qui était périurbain, comment on appelle la Vatine, c'est des zones d'activité, les zones d'activité, etc. Et on se dit que finalement, le plaisir d'aller travailler, c'est aussi que quand on sort du travail, c'est-à-dire que finalement, aller travailler, c'est envisager une journée de travail complète. Mais dans sa journée, il y a le temps d'arriver au bureau, il y a les pauses qu'on peut y faire, et y compris les pauses du midi. Il y a aussi ce qui se passe après le travail, pouvoir sortir, faire ses courses, le midi, manger dans des restaurants sympas qui sont variés, avec des budgets variés, etc. Pouvoir faire des courses, tout simplement aussi, avant de rentrer chez soi. Donc on a l'idée de vraiment rester hyper centre-ville. Donc ça, c'est pour l'implantation. Et après, pour la qualité des bâtiments, sortir des standards du bureau, c'est aussi aller dans des bâtiments qui n'étaient pas du tout prévus pour être du bureau et les reconfigurer. Et donc garder le charme aussi de l'histoire de ces bâtiments. Donc en respectant le bâtiment, mais en imposant en quelque sorte délicatement notre identité au travers de l'ameublement, du mobilier, de l'agencement. Et on voulait que les clients soient fiers de venir au travail et puissent avoir accès à des sites auxquels ils n'auraient pas pu avoir accès. De la même manière qu'on leur met des outils à disposition qu'ils ne peuvent pas se payer tout seuls, l'idée c'était de dire, vous allez arriver avec des bureaux que peu de gens peuvent compliquer d'accès. Alors autant, moi dans ma petite tête, Rouen, même s'il y avait l'effet waouh au début, c'est un bâtiment qui reste accessible. Lyon, le garage Citroën, il y a une école, tout ça, il y a du passage. Donc il y a un petit truc accessible, mais le troisième qui arrive, c'est Lille. Et là, au Palais de la Bourse, ce que vous disiez, l'effet waouh, le petit freelance qui est installé domicilié à Lille,
ça envoie du lourd. C'est-à-dire que quand il y a un prospect qui arrive, forcément, déjà, ça installe n'importe quelle entreprise d'arriver dans ce hall sous, c'est pas une verrière, c'est un dôme, je sais pas comment. Coupole. La coupole. Ça envoie du lourd. Et là, on a Maxime, alors, qui à l'époque n'est pas encore directeur général, mais était directeur du développement, c'est ça? Non, je suis manager de site. T'es manager de site, Manager simplement? de site, oui, en 2017, à partir de juillet-août, quelque chose comme ça. On ouvre quand à Lille, exactement? Octobre. Le Octobre. 5 ou le 4 octobre 2017. Donc ça Et nous on fait ouvre toujours- l'entresol. On On ouvre l'a que- ouvert ouais. étape par étape. Et alors là, ça a été un peu plus compliqué que Rouen où vous possédiez le bâtiment. Pascal, Lyon, tu nous as dit, ça a été quand même super rapide entre on trouve le bâtiment, on le signe et on s'installe. Lille, c'est une autre aventure quand même dans mes souvenirs. Lille a une particularité, c'est que c'est un bâtiment qui est à la fois classé à l'extérieur, comme beaucoup dans les centres historiques des villes où nous sommes implantés, mais il est aussi classé à l'intérieur. Ce qui a causé des bons nœuds au cerveau de nos architectes pour assembler et puis fixer notamment nos cloisons, puis aménager notre espace de coworking, parce qu'on ne pouvait tout simplement pas percer des murs, ne pas fixer certaines choses dessus, et donc pour être totalement réversible, parce que le jour où on s'en irait, ce que je ne souhaite absolument pas, c'est qu'on doit rendre les locaux dans les propre. états, voilà, Ouais. dans l'état où on l'a trouvé, donc on ne peut pas bouger ça. Donc évidemment, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe. Et puis l'architecture du bâtiment, Lyon, on est sur on est sur un niveau avec 3000 mètres carrés. Lille, on est sur 6 niveaux avec des murs porteurs tous les 3 mètres. Voilà, il a fallu rentrer le coworking un petit peu au chausse-pied et s'adapter au bâtiment. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est quasiment une marque de fabrique. Et c'est cette ingéniosité qui nous permet de nous différencier aussi des autres espaces qui sont à Lille ou même des autres espaces tout court. Donc non, Lille, plus compliqué, mais sans regret. Et dans cette, je veux dire, première phase de développement, alors que je le dis en tant que coworker, hein, pas forcément du côté finance administratif. Vous avez en 2019-2020 Marseille qui arrive, où là, moi, je me rends compte aussi, autant on parle du garage Citroën, du Palais de la Bourse, alors les gens imaginent ce que c'est, et quand on dit on a un coworking à Marseille, on a vu sur le Vieux-Port, mais quand on vous dit on est sur le Vieux-Port, c'est on saute de la terrasse, on tombe dans le port. Là, ça envoie sacrément du lourd, même pour les gens qui connaissent pas du tout le concept Now Coworking. Là, je me souviens de ce bâtiment parce que c'est en 2016 quand on nous le propose. Je demande à la négociatrice qui nous dit j'ai peut-être un site pour vous quand elle voit ce que l'on prend. Elle me dit j'ai peut-être un site pour vous, mais il va falloir se projeter. Et elle m'envoie une photo. J'ouvre l'image. Je dis fous-moi là, c'est pas possible. C'est un bâtiment. Le bâtiment était en ruine. T'as une façade sur le Vieux-Port, mais c'est une ruine. Et je la rappelle, je dis, mais j'ai vraiment aucune info là. Il n'y a pas de surface, j'ai une photo d'une ruine. Elle me dit oui, mais c'est globalement tout ce que je peux vous donner. Je regarde Edouard, je dis mais qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse avec ça? Elle me dit mais on va pouvoir essayer d'avancer ensemble. Et là, tu te retrouves avec un bâtiment qui fait 60 mètres de long, avec juste le pignon qui donne dans le Vieux-Port, en effet, et l'autre pignon qui donne sur une autre ruelle. Et là, il faut que tu imagines faire des bureaux, mais il va falloir ramener de la lumière, il va falloir qu'on imagine de creuser le bâtiment par le milieu pour arriver à en faire un patio. Il faut vraiment se projeter, quoi. En plus, pour ceux qui l'ont pas visité, les rez-de-chaussée du bâtiment ne sont pas à la même hauteur de chaque côté. C'est-à-dire que quand tu es au rez-de-chaussée au Vieux-Port, tu es au R-2 côté rue Sainte-Catherine. Ouais. Donc c'est aussi très particulier comme terme d'agencement. Puis même à Marseille, où on accueille, c'est-à-dire dans un bâtiment, imaginez que vous êtes chez vous, votre escalier vous permet d'accéder à l'immeuble du voisin. Donc c'est aussi pour gérer les flux, etc. C'était hyper particulier. Mais bon, je crois que l'emplacement était aussi de choix, donc on pouvait pas le refuser. Et donc après le chantier démarre, donc là on est parti.
je te passe les problèmes d'arrêt de chantier. On a été 2 ans en chantier, là, à peu près, 2 ans, 2 ans et demi. Oui, 2 ans, 2 ans et demi en chantier, avec pas le droit de mettre parce que c'est sur le Vieux-Port, t'as pas le droit de mettre une grue. Tu as commencé les travaux et là, on te découvre de l'amiante qui n'avait pas été imaginée dans un plancher. Ensuite, tu as la façade avant qui s'écroule. On a vraiment eu à peu près tout sur ce chantier. Et on ne pouvait pas mettre de grue, donc tout sortait avec des mini-pelleteuses. On avait des mini-pelleteuses qui se baladaient dans les bâtiments et qui évacuaient comme ça. C'était assez folklore. Mais je crois que c'est... Et puis alors, le comble pour l'ouverture, c'est tu ouvres le 7 mars 2020. Et pour ceux qui se souviennent, le 14, on t'explique qu'il va falloir fermer maintenant. Donc on est resté ouvert 7 jours. Pour raison de Covid. Voilà. Pour raison de Covid. Mais 2 mois après cette fermeture, il se passe plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a... vous dévoilez la filiale de Now Coworking qui sera Now Connected. Pour les coworkers, ça change rien. C'est juste que Now Connected est prestataire de services, propose à des propriétaires une prestation complète de développement d'espaces de coworking et de gestion de coworking. Mais voilà, là où on a ouvert 4 coworking en 4 ans, après Covid, entre Now Coworking et Now Connected, en 3 ans, c'est combien d'ouvertures ? C'est toujours dur de faire le compte. En tête, la tête dure avec moi, mais on doit être à... je dirais une dizaine d'ouvertures à peu près. Voilà, en 3 ans, donc des espaces qui vont le tout dernier là d'ailleurs qui a ouvert, c'est Bayonne, 600 mètres carrés à Bayonne, qui est le plus petit, et puis on a ouvert le plus grand 4000 à Nantes. À Nantes. Donc cette année, il y a au mois de mars. Oui, ça fait une belle progression avec Bordeaux évidemment qui est arrivé entre deux après Marseille. Nantes, la Rouen 105, puis Strasbourg. Donc oui, ça fait des gros projets, des belles villes. Et puis après, tous les projets de Now Connected, comme le Stade de Metz, comme Isnoville. Le Stade de Metz, officiellement, c'est septembre 2024, l'ouverture, c'est ça ? Oui, les travaux sont en cours. On est en train d'ajuster. L'annonce, c'est ça, c'est septembre 2024. Exactement, mais on est en train d'ajuster les plannings pour essayer de le sortir beaucoup plus tôt. Mais on y travaille. Voilà, il va y avoir donc dans les prochaines ouvertures aussi, d'ici quelques semaines, le 105 avec la fermeture du Nao originel. Strasbourg, qui devrait aussi arriver en fin 2023, début 2024, c'est ça. Mais ce qui fait donc qu'on va avoir une vingtaine d'espaces quand même partout en France. Et ce qui fait donc de Nao le tout premier opérateur de coworking indépendant de France. Il y a 8 ans, alors je pense que les classements, vous les avez pas dans la tête, mais il y a 8 ans, est-ce qu'à un moment donné, vous disiez, tiens, on pourrait être leader sur le secteur ? Non, on s'est jamais posé la question comme ça. Et puis c'est pas pour ça que vous avanciez de toute façon. Non, et puis franchement, en fait, on était tellement concentrés sur silhouetter le projet, silhouetter le concept. En fait, les premières années, on a passé un temps fou à se concentrer sur d'abord le concept qu'il fallait cristalliser au travers du premier puis du deuxième projet, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Mais en même temps que ces projets existaient, on se posait des questions sur la manière dont on exploitait les lieux, comment est-ce qu'on pouvait créer des événements, comment on pouvait arriver à faire un événement par jour et par site. Non, on était concentré sur tout à fait autre chose. Et on n'avait pas d'ambition particulière. On a travaillé comme des artisans, en fait, parce qu'on était persuadés que c'était un sujet qui méritait qu'on se concentre sur des détails, en fait. Et peut-être que la particularité de Now Coworking, c'est de prendre comme un prérequis la partie immobilière. On trouve un local, on le transforme, on l'aménage. Mais au fond, le travail commence qu'une fois que nos clients arrivent. Et une fois que nos clients arrivent, qu'est-ce qu'on leur fait vivre au quotidien, en fait ? C'est ça qui nous intéresse. On a fait beaucoup évoluer les projets, avec Now Care après, avec des événements qui sont des programmes d'animation, des programmes d'événementiel qui ont beaucoup évolué, qui continuent à évoluer. Et en fait, le cœur du métier, c'est celui-là. Je crois qu'on ne s'est jamais trop posé la question et c'est pas ce qui nous motive d'être numéro 1. Et puis non, mais c'est juste que... Ça n'a pas vraiment grand sens non plus.
Non, Parce que- mais on voit les coworking sont souvent adossés à des mastodontes, des banques, des promoteurs immobiliers, etc. C'est vrai que et on reste une petite entreprise régionale, mine de rien, parce que à l'heure actuelle, on est loin d'être à 100 salariés chez Nao. C'est vrai que quand on regarde en 8 ans ce que c'est devenu, ok, c'était pas l'objectif, mais c'est un gros truc, quoi. Ce qui nous plaît, c'est que moi, ce dont je suis plus fier, c'est qu'on a des clients qui sont là depuis 8 ans. Oui. On a des clients qui sont arrivés à l'ouverture de Nao ici et qui vont continuer de nous suivre sur le nouveau. C'est-à-dire que ils ont fait 8 ans dans ce site-là et ils vont continuer dans le nouveau site. Ça, c'est top. Ça veut dire qu'on a répondu à certains besoins. C'est tous les clients qui sont présents, mais dans tous ces tableaux de comparatifs, en fait, on ne fait pas tous tout à fait la même chose. Non. Et Nao a vraiment une caractéristique très particulière et à sa typologie, sa façon de fonctionner, qui n'est pas celle de tout le monde. Donc voilà, le classement, c'est bien. Ça veut dire que ça fonctionne, compte, que le concept, voilà, le que concept ça est là. Et que ça compte. On est un acteur qui compte dans le monde du coworking. Ça facilite sûrement pour trouver des nouvelles. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour Nao de signer un bail que ça ne l'était quand on a signé le premier. Parce que quand on est allé signer Lyon, le propriétaire nous a quand même regardé avec des gros yeux en disant mais vous allez faire quoi ? On avait des gros concurrents en face de nous et qui n'étaient pas simples, même les premiers projets, pas que Lyon, d'autres, ça me donne un souvenir. On avait des grands comptes du même métier que nous qui se présentaient et qui avaient une signature qui n'était pas la nôtre, quoi. Donc, Alors, tu parlais de souvenirs, là, voilà, on va finir une des nombreuses parties de l'histoire de Nao avec justement la fermeture de ce tout premier coworking et le déménagement au 105 sur un espace qui ressemble plus à la signature de Nao Coworking que l'espace dont on dispose avant. Ça fait 8 ans. Édouard, si tu n'avais qu'un souvenir à garder de ces 8 ans, c'est quoi ton meilleur souvenir de Nao ? Ça permet à Maxime et à Pascal de réfléchir parce qu'ils auront droit à la question aussi. Alors ils sont vraiment très nombreux. Ou une satisfaction, enfin quelque chose qui te marque. Je dirais que c'est, je pense que c'est l'excitation du début. Quand tu pars d'une page presque vierge, parce que c'était un métier nouveau. Et donc le fait que les soirées qu'on a passées à malaxer le projet, à le tordre dans tous les sens, à essayer de trouver la vérité, enfin une forme de vérité dans un projet qui était entièrement neuf et sans qu'on ait une maîtrise de ce métier-là. En fait, il a fallu s'inspirer de nos expériences précédentes qui n'étaient pas les mêmes. C'est cette excitation-là, cette effervescence qui est vraiment un souvenir très très fort pour moi. Et puis, ça, j'ai jamais pu me sortir de la tête l'ouverture l'inauguration de Nao, qui était une inauguration originale puisque on avait pris le parti de ne pas inviter les politiques de la ville, etc. Et les seuls invités, c'est ceux qui nous avaient suivis pendant les travaux, qui s'étaient intéressés à notre projet sur les réseaux sociaux. Et qui s'étaient inscrits d'eux-mêmes sur ce projet-là. Et moi, j'étais pas un geek, donc autant je suivais un peu les réseaux sociaux. À l'époque, beaucoup Facebook, c'était essentiellement ça. Mais Pascal, m'avait donné confiance dans l'utilisation de cet outil. Et quand j'ai vu que finalement il y avait une file d'attente à l'entrée de l'ouverture des portes de Nao et qu'on a passé la soirée à faire visiter à des mini-groupes, qu'on avait le temps de leur expliquer, qu'on était fiers de leur montrer le projet, de leur décrire tout ce qu'on allait y faire et de voir que ça brillait dans les yeux de nos clients, c'est un souvenir très très fort avec le sentiment d'avoir été compris par des gens qui ne m'avaient jamais entendu. Voilà. Donc ça, c'était très très chouette. Maxime, même question. Parce que t'es là depuis le début aussi, quoi.
Oui, c'est vrai. J'ai vraiment plusieurs souvenirs parce que, comme tu le sais, j'ai progressé aussi chez Nao Coworking. Donc, On a partagé le même bureau, j'ai partagé le bureau du c'est DG ça. quand même. J'ai été stagiaire à Rouen en tant que community builder ici. Ensuite, j'ai été alternant. Donc, j'ai quasiment, enfin, je pourrais te citer un bon souvenir. Je veux dire que l'excitation de lancer l'île en plein chantier, on avait, je crois que c'était la première fois qu'on sortait des perspectives pour communiquer autour de Naolil. Et puis on leur disait, bah tiens, la perspective que t'as devant toi, c'est ce que tu vois. Bon, fallait être un peu crédible parce que c'était vraiment compliqué de se projeter. Ouais. C'était une excitation qui était hyper particulière. On faisait des allers-retours avec Ludivine d'ailleurs pour faire les visites de pré-commercialisation. C'était hyper intéressant. Derrière, quand on a développé Marseille, c'était pareil. C'était parce que quand on parle de ruines, projetez-vous, c'est vraiment une ruine. C'est-à-dire que c'était des cailloux, des câbles qui pendaient. Enfin, c'est ce qu'on voit dans les films, je veux dire. Je me rappelle de quelques photos de chantier, c'était incroyable. En fait, regardez des vidéos d'Urbex, c'est la même chose, mais de jour. Mais c'était vraiment ça. Et donc, quand tu vois aujourd'hui ce qu'est Nao Coworking Marseille, c'est exceptionnel. Et puis moi, aujourd'hui, je sais pas, mon meilleur souvenir, c'est je pense, voir les coworkers revenir après le Covid. Ou après les différents confinements, vu comme nous, on n'a pas d'engagement, on est hyper flexible. On a des coworkers qui sont évidemment partis parce que ils devaient un peu aussi sauver leur peau et on n'avait aucune projection à ce moment-là. Donc on a vu des coworkers partir. Mais quand ceux qui sont restés, on leur a proposé différents services, on a essayé de ramener un maximum de valeur sur le fait de venir chez Nao, même pendant le deuxième confinement où le gouvernement avait indiqué que l'économie devait continuer de tourner, les coworkers, une fois que le Covid était passé, ils se sont projetés, ils sont revenus à une vitesse folle, et ça c'était satisfaisant parce que tu voyais une vraie relation avec tes clients et tu te dis au moins ok tu bosses, tu te décarcasses pour ça. Le Covid c'est hyper difficile mais ils reviennent à la même vitesse et ils étaient plutôt ravis ils étaient plutôt ravis de nous revoir et nous aussi et donc ça c'était c'était un peu touchant je trouvais que de revoir ces coworkers là même après le Covid quoi. Et toi Pascal? Moi sur Rouen j'ai deux souvenirs, j'ai pas réussi à distinguer tout à fait les deux. Le premier souvenir, c'est tout le monde est en vacances et des fauteuils de bureau arrivent. La première commande de fauteuils de bureau que nous avons fait et j'ai le porte-container qui se gare devant le bâtiment. Je suis tout seul et le gars ouvre les portes du container. Il me dit vous avez 1 heure pour vider le container. Et je suis tout seul. Je regarde ce truc qui est vachement haut et je me dis mais comment je vais faire? J'ai posé la veste, j'ai commencé à vider les cartons, mais je ne m'en sortirai jamais. Et il y avait tous les ouvriers qui étaient sur le chantier qui ont dit non mais on va t'aider un peu parce que là sinon ça va vraiment être l'enfer. Et le deuxième souvenir, avec Édouard, on avait eu cette idée de bureaux mobiles qui sont toujours à Rouen en bas. Et on va voir un designer nantais, on lui achète ses cubes mobiles. Et il nous dit écoutez est-ce que vous les installerez vous-même? C'est facile, il y a un plan de montage. Moi je m'attendais à un petit mobilier Ikea à monter, donc comme c'était quand même un peu compliqué financièrement, j'ai dit on va le monter nous-mêmes, on va se débrouiller, on va le monter nous-mêmes. Et puis un jour ces fameux trucs arrivent, ils nous délivrent ça, c'est posé en bas. Et là, on se regarde avec Edouard en disant non, mais là, on a fait une bêtise. Là, c'est impossible de les monter. On rappelle le fournisseur qui dit oui, je peux mettre quelqu'un, c'est payant, mais bon, vous inquiétez pas, en 2 heures, les 3 cubes seront montés. Il a mis 5 jours à les monter parce que manifestement, c'était pas tout à fait industrialisé son truc. Il a fallu qu'il reperce, il a fallu. Et là, heureusement qu'on avait dit non, on ne s'en sortira pas parce que sinon, je pense qu'ils seraient toujours au sol les 3. Donc, à l'époque, c'était vraiment un peu compliqué. Maintenant, on a un peu plus professionnalisé tout ça. Là, c'était quand même un peu amateur à l'époque. Donc on est à une vingtaine de centres sur les 2-3 années à venir.
Alors sans bien sûr dévoiler les villes parce qu'on peut pas tout dire. Et puis on a déjà évoqué Metz et Strasbourg. Il y a quand même un petit là qui va pas tarder, qui arrive dans un mois et demi, qui est un nouveau concept Nao, Isnoville en périphérie de Rouen. Ça, Pascal, tu peux peut-être nous en parler parce que c'est un peu mon bébé celui-là. Voilà. C'est quoi cette histoire à Isnoville ? C'est la première fois que Nao a l'opportunité de concevoir le bâtiment complet. Habituellement, on a un bâtiment. Edouard l'a dit tout à l'heure. On prend la contrainte du bâtiment et on essaye de s'adapter au bâtiment. Là, on a eu la chance de pouvoir prendre le bâtiment et le concevoir tout de suite comme un endroit où on allait travailler ensemble façon coworking. Et donc là, on a choisi d'avoir du bureau opéré avec une entreprise qui nous a passé la commande au démarrage. Alors, bureau opéré, explique-nous, parce que c'est un terme qui est relativement récent. Oui. Et c'est pas forcément clair pour tout le monde ce que signifie bureau opéré. En fait, là, on intervient, c'est-à-dire qu'on va prendre une demande d'un client. En fait, c'est un client qui veut avoir son espace à lui. Il veut pas se mêler aux autres, il veut avoir son espace totalement indépendant. Par contre, son métier, c'est pas de faire des bureaux. Il veut pas passer par une agence ou par un archi ou par je ne sais quoi. Il veut quelqu'un qui lui gère tout et qui s'occupe de tout. Donc, on a écouté leurs besoins. Et puis, on a conçu le bâtiment à partir de ça. Et donc, dans leurs besoins, il y avait leurs propres locaux, mais c'est aussi des gens qui ont des jeunes femmes comme collaboratrices. Donc, on est allé implanter dans le bâtiment une micro-crèche qui va permettre... tout le monde se rend compte qu'une micro-crèche, à proximité de ton travail, c'est juste un peu pratique. On y installe aussi dans le bâtiment un restaurant, qu'on va exploiter d'ailleurs nous-mêmes. Et puis, on a créé un espace de coworking. Et de ce fait-là, on a décidé, comme c'est une profession réglementée qui nous passe commande, on a décidé de créer un coworking qui fait 1000 mètres carrés, on va dire, qui va être dédié exclusivement aux professions réglementées, c'est-à-dire aux agents immobiliers, aux courtiers en taux, aux archis, promoteurs, experts comptables, avocats, assureurs, enfin tous ces métiers-là. Et du coup, on va créer des animations qui seront complètement dédiées à ce monde-là. Donc, c'est la première fois qu'on fait un centre dédié. On avait travaillé aussi sur un centre dédié au bien-être, mais qui n'a pas pu voir le jour. Mais là, on va faire destiné aux professions réglementées. Et peut-être que demain, si jamais, de la même manière qu'on l'a fait pour Rouen, peut-être que dans 8 ans, on se reverra et tu me diras, maintenant, tu as développé plein de centres dédiés aux professions réglementées. On est 50 centres. Voilà, donc ça peut être une voie de développement pour Nao Coworking, oui. Oui, et donc je disais, sur les 2-3 années à venir, combien d'ouvertures a priori ? Est-ce que tu as une vague idée, Maxime, de ce qui va se passer ? Une petite dizaine, je pense. Une petite dizaine, carrément. Oui, à voir. Et ça va très vite avec Nao Connected, entre les projets qui peuvent arriver. Nao Coworking, on a encore de très belles pistes. Donc, oui, on allait entre 5 et 10. Entre 5 et 10. Sur combien d'années, t'as dit ? Sur les 2-3 ans à venir. Ah oui, c'est un minimum, ça. Ouais. La pression du fondateur, allez. Et l'étranger, c'est prévu ou pas ? Parce que moi, je me rappelle de blagues qui avaient été faites au début. Alors, je sais plus si c'était... ça devait être l'Angleterre. Vous nous aviez fait croire qu'un coworking allait ouvrir en Angleterre, si je me souviens bien. Mais est-ce que ça fait partie de vos envies ? Est-ce que comment ça se passe de ce côté-là ? C'est à cause du Polcom qu'on ne développe pas à l'étranger. Vous ne parlez pas anglais, ni espagnol, ni italien, donc j'arrive pas on n'arrive pas à se projeter. Tu m'aurais vu lors de la dernière Armada à Rouen tchatcher avec les équipages en anglais. Non, j'y arrive. Hein, ouais. Ouais, tu peux compter sur moi. Non, plus sérieusement, pas tout de suite. Pas tout de suite, ça fait pas partie des projets. Ni à court, ni à moyen terme, si je puis dire ainsi. C'est clairement pas la priorité. On pense qu'on a d'autres pistes à voir en France. Et aujourd'hui, aller sur l'étranger, ça serait une aventure qui serait un petit peu déraisonnable pour l'instant, vu de la taille de la structure. Mais ne jamais dire jamais. Non, on est d'accord.
Bon, et ben écoutez, je vous remercie tous les trois pour ce petit moment plein de souvenirs et avant cette nouvelle phase du groupe Nao. Et puis, bah oui, moi mon souhait c'est qu'on se donne rendez-vous dans 8 ans pour parler effectivement des 50 ouvertures qui auront eu lieu et de voir ce qui est devenu le groupe Nao. Merci à vous trois, merci à ceux qui nous ont écoutés et on se donne rendez-vous très très vite pour un nouveau numéro de Vivement Lundi.